J'ai beaucoup de mentors, mais aucun d'entre eux ne me connaît. Oui, je sais, ça paraît étonnant. Et pourtant, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai fait pour trouver les mentors qui me guident à travers mon parcours professionnel. Ces dernières années, je me suis appuyé sur deux choses pour essayer de vraiment accélérer mon développement professionnel: les bons livres et les bonnes personnes. Je suis convaincu que les livres restent des ressources complètement sous-cotées parce que pour quelques dizaines d'euros au plus, tu peux avoir accès à des dizaines d'années d'expérience condensées en 200 pages. Donc je reste intimement persuadé que c'est un très bon investissement de son temps que de lire beaucoup de livres. Et les bonnes personnes, pour moi, ça comprend deux types de personnes. Il y a les pairs, ceux qui font la même chose que nous et qui sont potentiellement à peu près au même stade de développement que nous, un peu plus avancés, parfois un peu moins, mais les gens qui sont potentiellement confrontés aux mêmes problématiques que celles auxquelles on est confronté et avec qui on peut échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer ou les questions qu'on se pose. Et la deuxième catégorie de personnes qui, pour moi, peuvent drastiquement accélérer ton développement personnel et professionnel d'ailleurs, c'est les mentors. Déjà à l'époque de la Grèce antique et de la Rome antique, il y avait ces relations de mentorat qui pouvaient exister entre une personne plus expérimentée et une personne plus jeune qui pouvait du coup bénéficier de l'expérience de son mentor. Pour moi, c'est vraiment le plus gros avantage de cette relation de mentorat, c'est de pouvoir capitaliser sur non seulement les connaissances, évidemment, acquises par la personne, mais aussi et surtout sur son expérience. Et une fois qu'on a dit ça, souvent l'idée que les gens se font de cette notion de mentorat, c'est je suis dans la même pièce que la personne et j'ai un échange direct avec cette personne-là. Je suis en capacité soit de l'écouter me parler à moi individuellement, soit de lui poser les questions que je pourrais avoir par rapport à son expérience, son parcours, etc. C'est intéressant et je comprends pourquoi la plupart des gens peuvent penser ça, mais le problème, c'est que de fait, ça limite la capacité à créer cette relation avec des personnes auxquelles on a accès. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que si on est un peu malin et un peu débrouillard, on peut avoir sensiblement la même relation avec des personnes auxquelles on n'a pas forcément accès directement. Aujourd'hui, on vit à une époque où, globalement, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Je pense évidemment à YouTube, les podcasts, les livres, j'en ai déjà parlé, mais au-delà de ça, on va dire tout ce qui est publication en ligne. Si on veut avoir accès à des informations sur une personne, aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Si les personnes en question sont des profils assez médiatisés, des personnalités publiques, gratuitement et en une recherche sur Google, on peut avoir accès à des heures et des heures et des heures d'interviews et donc pouvoir commencer à se familiariser avec le parcours et la manière dont cette personne réfléchit. Tout ça pour dire que là où la plupart des gens considèrent le mentorat comme une relation formalisée avec un lien de proximité, moi je le vois plus comme l'opportunité d'apprendre de l'expérience des personnes qui nous ont précédés. Et pour ça, aujourd'hui, on n'est pas forcé d'avoir accès à la personne en direct, puisqu'on a, avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, plein de ressources, plein d'informations, plein de connaissances, la capacité de plonger avec un niveau de détail qu'on n'a jamais eu jusqu'ici dans le parcours d'une personne pour essayer de comprendre comment elle en est arrivée là où elle en est arrivée aujourd'hui et essayer de décortiquer un petit peu ce qui a fait son succès, les ingrédients qui lui ont permis d'accomplir ce qu'elle a accompli. À force de consommer du contenu qui a été produit ou qui est relatif à la personne qu'on cherche à étudier, on finit par apprendre à les connaître. C'est-à-dire que quand on regarde plein d'interviews d'une même personne, on voit qu'il y a des patterns, il y a un peu des schémas récurrents, il y a des choses qui reviennent qui, pour moi, sont des indices sur les événements marquants, les décisions, les frameworks, les principes, les valeurs que la personne utilise pour naviguer au quotidien. Moi, quand j'étudie une personnalité que j'ai envie de prendre pour mentor, je vais essayer d'identifier trois choses. La première, c'est ses valeurs, évidemment. La deuxième, c'est les frameworks que la personne utilise pour décrypter une situation, prendre des décisions, etc. Et la troisième, ce que j'aime bien faire, c'est aussi collecter ce qu'on appelle des maximes ou des aphorismes. C'est-à-dire des petites phrases qui viennent condenser le point de vue d'une personne sur un sujet donné. Je prends un exemple concret. Il y a un mec que j'ai pas mal étudié qui s'appelle David Ogilvy, qui est un des publicitaires les plus connus de l'histoire de la publicité, je pense, mais à minima de l'histoire de la publicité américaine. Et Ogilvy, typiquement, il a une maxime, il dit « The good ones know more ». Les meilleurs en savent plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et en fait, il le disait dans un contexte où les meilleurs publicitaires en savent plus que les autres sur les produits dont ils cherchent à faire la promotion.
Et Ogilvy était réputé pour faire des recherches très très approfondies sur les produits ou les entreprises dont il faisait la promotion, qu'il avait engagé pour faire des publicités, bien plus que la plupart des autres publicitaires. Il y a notamment une histoire très connue. Il était en charge de faire la publicité de Rolls-Royce, donc l'entreprise qui fabrique des voitures. Et donc il a lu toute la documentation technique du modèle de la voiture dont il cherchait à faire la promotion, et il a trouvé une ligne dans la documentation technique qui disait à 100 km/h, ce qu'on entend le plus, c'est le bruit de l'horloge sur le tableau de bord. Et ça, c'est devenu le claim de sa campagne, qui est devenu incroyablement célèbre et qui a fait exploser Rolls-Royce sur la scène automobile mondiale. Et littéralement, la publicité, c'était une belle image d'une Rolls-Royce, et à 100 km/h, le seul bruit que vous entendrez, c'est l'horloge sur le tableau de bord. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas fait l'effort d'aller faire des recherches approfondies. Donc, cette maxime, the good ones know more, les meilleurs en savent plus, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et à chaque fois que j'essaye de développer une compétence, me lancer dans un nouveau domaine, etc., j'essaye d'appliquer, de mettre en application ce principe qui m'a été transmis par un de mes mentors qui est David Ogilvy, que je n'ai absolument jamais rencontré, en me disant, bah voilà, comment est-ce que Ogilvy aborderait ce truc-là? Ok, the good ones no more, bon bah la première étape, c'est que je vais aller faire des recherches approfondies pour essayer de comprendre le plus possible la compétence, le milieu que je cherche à appréhender. Donc, comme je le disais, je regarde trois choses: les questions que se posent ces personnes-là, les frameworks qu'ils utilisent, donc comment ils arrivent à donner du sens au monde qui les entoure, c'est quoi leur grille d'analyse, c'est quoi les modèles mentaux qu'ils utilisent pour prendre des décisions, décrypter les situations auxquelles ils sont confrontés, etc. Et maximes et aphorismes qui me permettent, moi, d'engranger, ou en tout cas de me souvenir des principes un peu directeurs de mes mentors, et en me disant, voilà, quand je suis confronté à une situation, comment est-ce que Ogilvy réagirait dans cette situation-là? Par exemple, un autre de mes mentors que je n'ai jamais rencontré, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, je l'ai choisi pourquoi? Pour son éthique de travail incroyable. Il était réputé pour être un des joueurs de basket les plus travailleurs. Et j'ai regardé une interview de lui dans laquelle il disait, quand la saison commence, avant que la saison commence, j'établis un plan d'action, et une fois que le plan d'action est établi, je le suis à la lettre. Et il a eu une phrase, encore une fois, une maxime que j'ai retenue, qui est « I don't negotiate with myself ». Je ne négocie jamais avec moi-même. C'est-à-dire qu'une fois que le plan d'action est établi, une fois que la roadmap est validée, je ne négocie pas, je passe en mode exécution, je réfléchis pas, et j'y vais. Et ça, je trouve que c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a marqué, où je me dis, prendre le temps de réfléchir en amont. Quand je cherche à accomplir quelque chose, je prends le temps de réfléchir en amont. Mais par contre, une fois que le plan d'action est établi, qui me paraît cohérent, pertinent, rationnel, etc., je négocie pas avec moi-même, je suis le plan d'action. Dernier exemple, et après je t'expliquerai comment moi j'ai choisi les mentors que j'ai aujourd'hui. Dernier exemple, Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, un des investisseurs américains les plus connus, respectés et successful du monde, est notamment très connu pour régulièrement utiliser ce qu'il appelle le principe d'inversion. Donc c'est de se dire, je cherche à accomplir quelque chose, comment est-ce que je pourrais ruiner toutes mes chances d'y arriver? C'est-à-dire que si je voulais rater, échouer, comment est-ce que je pourrais faire? Et en fait, en faisant l'exact opposé de ça, je me donne de fait plus de chances de réussir. Je te donne un exemple concret. Donc là, cette année, j'ai pour objectif de courir ma première course longue distance. Donc je me suis posé la question de me dire, ok, bon, je vais commencer à essayer de faire un petit programme d'entraînement et tout. Et je me suis posé la question de me dire, ok, comment est-ce que je pourrais échouer? Comment est-ce que je pourrais ne pas réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé? Le premier truc qui m'est venu, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de me blesser. Si je me blesse, de fait, j'annule complètement mes chances de réussir à courir cette course. Donc ça, c'est ok, comment je fais pour construire un programme d'entraînement où je minimise au maximum les risques de blessure? Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais ça donne des indices sur comment structurer la réflexion pour se donner le plus de chances possible d'arriver là où on veut arriver à la fin. Comment on choisit des mentors? La manière que j'ai de faire moi, c'est soit je vais aller chercher des gens qui ont accompli quelque chose que je cherche à accomplir, donc c'est-à-dire, et par accomplir, ça peut être atteindre un objectif, mais de plus en plus, je suis aussi très regardant sur le mode de vie de ces gens-là. Parce que ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand on choisit un modèle, on peut pas
choisir une partie on peut pas prendre une partie du package. C'est-à-dire que, imaginons, je veux devenir le meilleur publicitaire de l'histoire de la publicité. C'est pas mon objectif, mais imaginons que ce soit le cas. Donc je me dis que je vais prendre David Ogilvy comme modèle, qui a plus ou moins réussi à accomplir ça par le passé. Ok, bah je dois prendre l'ensemble du package David Ogilvy. Je peux pas choisir que les trucs qui m'arrangent et ne pas prendre le reste. Donc quand je choisis mes mentors, je vais essayer d'aller choisir des personnes qui ont déjà accompli plus ou moins ce que je cherche à accomplir moi, et surtout essayer de faire attention à quelles conditions est-ce qu'ils ont réussi à accomplir ça, parce que y a des gens qui, enfin, je suis pas prêt à faire tous les sacrifices pour y arriver. Typiquement, Ogilvy, je crois, était réputé pour avoir une vie amoureuse et une vie de famille catastrophique parce qu'il était consumé par son travail. Bon, c'est pas forcément quelque chose auquel j'aspire. La deuxième grille de lecture que j'ai moi, c'est les valeurs. Et ça fait un tout petit peu écho à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller choisir des modèles qui ont des valeurs avec lesquelles je suis aligné. Parce que les valeurs dictent nos comportements, nos actions, nos choix. Si je commence à étudier une personne et que je me rends compte que c'est les actions qu'elle a menées ou les choix qu'elle a fait, je suis pas forcément hyper aligné avec parce que ça va à l'encontre de mes valeurs, bon bah ça en fait de fait pas forcément un très bon mentor. Ça veut pas dire qu'il y a rien à prendre, mais c'est pas quelqu'un que je vais garder entre guillemets dans mon top 5, top 10 de mes mentors. Accomplissement, parcours, valeurs et les compétences. C'est-à-dire que des fois, je vais pouvoir aller choisir des gens qui évoluent dans des secteurs d'activité qui n'ont strictement rien à voir avec les miens, qui ont des réalités qui sont très éloignées de la mienne, mais qui ont développé des compétences qui m'intéressent et que j'admire. Si je reprends l'exemple de Kobe Bryant, je serai jamais un sportif de haut niveau, mais par contre, ce que j'admire chez lui, c'est son éthique de travail. Et l'éthique de travail, on peut l'appliquer à plein d'autres domaines, ça se limite pas au sport. Mais lui, il avait poussé ce trait de caractère-là à l'extrême. Je trouve ça assez admirable, et donc c'est quelque chose que j'ai envie de lui piquer. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est essayer de comprendre, ok, mais comment est-ce qu'il en est arrivé à construire cette éthique de travail? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir un niveau de discipline aussi élevé dans la durée, etc., etc. Pour te donner une analogie qui te permet de comprendre un peu aussi comment j'imagine tout ça dans ma tête, j'ai piqué une idée à un auteur que j'admire beaucoup et qui fait partie de mes mentors, qui s'appelle Jim Collins, donc qui a écrit pas mal de bouquins, et comme tu peux le voir, je les ai bien étudiés. Et Jim Collins, dans une interview, il avait ce concept qu'il appelle son conseil d'administration personnel, son personal board, comme il dit. Donc traduction française, conseil d'administration personnelle, et je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, donc il a choisi des gens qu'il avait rencontrés au cours de son parcours ou des personnalités auxquelles il s'était intéressé, et en fait, quand il fait face à une décision importante ou quand il est confronté à une problématique, bah, il fait comme s'il allait rendre des comptes à son conseil d'administration personnelle, ou comme s'il allait solliciter son conseil d'administration personnelle, et il se pose la question de savoir, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce que me dirait Kobe Bryant? Qu'est-ce que me dirait Ogilvy? Qu'est-ce que me dirait Charlie Munger? Et en fait, à force d'avoir étudié ces personnalités-là, on commence forcément de fait à comprendre un peu comment elles réfléchissent et quelles sont leurs grilles de lecture, etc. Et donc, ça nous oriente sur la conduite que ces gens-là tiendraient dans la situation à laquelle on est confronté. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet de sortir un petit peu de soi. Ça permet de sortir de sa tête, de pas rester dans son référentiel à soi, mais de pouvoir commencer à essayer de voir ce à quoi on est confronté avec des perspectives différentes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça aide à prendre du recul et à envisager la situation sous des angles un peu différents. Donc la question que j'ai pour toi, c'est si tu devais constituer ton conseil d'administration personnel, qui est-ce que tu mettrais dedans? Qui sont les gens que tu aimerais avoir comme mentor? Et puis pose-toi la question de savoir comment tu peux faire un pas dans leur direction aujourd'hui. Donc que ce soit en achetant un livre qu'ils ont pu écrire, que ce soit en écoutant des interviews, que ce soit en allant lire des articles qui ont été écrits sur eux. Il y a plein de manières aujourd'hui de se documenter sur des personnalités publiques et de commencer à essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnaient, comment elles réfléchissaient, pour intégrer dans ton quotidien et dans ta propre boîte à outils, entre guillemets, ce que je te disais tout à l'heure, les valeurs, les compétences, les outils, les principes, les frameworks, les questions, et les fameuses maximes et aphorismes. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à quelqu'un. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!